Bonjour, nous sommes le 5 juin 2026, dans une période où on ne sait pas si la guerre en Iran, si la guerre en Russie, en Ukraine plutôt, va continuer. Ce que l'on voit du développement qui se passe, c'est que nous sommes passés de la géopolitique à la géoéconomie. Et la géoéconomie remplace la géopolitique. Alors qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, revenons d'abord à la définition de la géopolitique. Bon, ben, la géopolitique, c'est la géographie de la politique, de la puissance, donc du territoire. Ça commence comme ça. La géographie n'est pas neutre. On veut contrôler son territoire, une plaine fertile, etc., un littoral. Bon. Et puis, ensuite, la géopolitique, ensuite, ce sont des alliances avec l'Occident, si l'on veut, avec la Chine et ses routes de la soie, avec la Russie et l'ancienne URSS, et puis des alliances qui peuvent être aussi naturelles, comme l'Amérique du Sud ou certaines zones d'Asie ou même d'Afrique. Puis il y a aussi l'islam radical, qui est quand même quelque chose de particulier qu'il faut mentionner. C'est une forme de géopolitique, puisqu'on a des cartes et des citations de l'expansion politique de l'islam et de l'islamisation, qui présente quelque chose de différent de la géopolitique traditionnelle, puisqu'il s'agit de convertir des pays, des peuples ou des populations à l'islam. Et aujourd'hui, l'ONU est le reflet international de cette géopolitique. J'ai déjà mentionné à plusieurs reprises les votes qui ont lieu là. En grosso modo, dans 200 pays, il y a à peu près 50 démocraties qui votent dans un certain sens et qui se retrouvent opposées à 150 non-démocraties qui votent dans un autre sens, plutôt de nature sud-globale, si on veut, face à l'Occident. Bien, ça c'est donc la géopolitique et les tendances de géopolitique que l'on retrouve aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est que la géoéconomie? La géoéconomie, en quelque sorte, c'est la sœur cadette de la géopolitique. Et elle applique une logique analogue, mais quand même c'est assez loin. Parce qu'elle substitue des instruments économiques aux instruments militaires, aux territoriaux, comme vecteurs principaux de la puissance. En d'autres termes, ce qui compte, ce sont les échanges économiques et pas forcément des échanges de territoires ou militaires. Et à la fin de la guerre trop froide, donc 1989, et plus particulièrement dans les années 90, donc c'est pas très loin, la compétition entre les grandes puissances ne s'exprime plus principalement par les armes, mais par le commerce, par les investissements, la technologie, les flux financiers. La logique de la guerre se déplace sur le terrain de l'économie. Et donc, lorsque l'on regarde les guerres d'Ukraine et d'Iran, eh bien, c'est vraiment une démonstration. À commencer par un constat que la mondialisation est une réalité. Et on le voit même aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de fin de mondialisation. Ça fonctionne très bien, comme le disent des opérateurs comme DHL. C'est une réalité dont chacun dépend, tout et dans tout et réciproquement. Et c'est là qu'il est intéressant de faire un peu un point de cette géoéconomie. Les matières premières. Les matières premières, à commencer là par le gaz et le pétrole, on l'a vu dans les deux guerres d'Ukraine et d'Iran, eh bien, le gaz et le pétrole sont bloqués et ça pose des problèmes de production, d'échanges traditionnels entre les pays. Les terres rares, on pourrait simplement parler d'ailleurs des matières premières minérales, les terres rares qui sont une menace qu'utilise la Chine, non pas qu'elle extrait les terres rares, mais elle les transforme. Et la production alimentaire, on l'a vu tout de suite avec la guerre en Ukraine, et on la voit encore aujourd'hui, en plus parce qu'il y a les produits dérivés des matières premières, des hydrocarbures et du gaz, alors qu'on retrouve dans les engrais, le plastique, l'aluminium, le soufre, qui impacte directement sur la production des semi-conducteurs et bien sûr sur le transport maritime. Donc on est dans un système qui fait que une guerre à un endroit donné, et c'était un peu pas du tout prévu par les Américains, en particulier sur le détroit d'Ormuz, bloque 30%, 40% si on veut, des échanges économiques mondiaux. Et puis il y a l'industrie. L'industrie, par exemple, c'est la pharmacie chinoise et indienne qui manque de certains produits.
Mais il y a aussi l'industrie chinoise. Et là, c'est une autre démarche. C'est l'industrie chinoise qui s'est faite à force d'investissement de l'État, de manière un petit peu non concurrentielle, notamment avec les pays occidentaux, qui étouffe les industries mondiales. On a l'acier, on produit plus d'acier aujourd'hui qu'on en a besoin. Les machines-outils, elles envahissent tous les Allemands, et il faut poser la question au Mittelstand allemand, ce qu'il en pense. Les batteries de voitures, on est incapable de fabriquer des voitures avec les méga-usines en France et ailleurs, et on fait venir les Chinois et bien sûr quelques Coréens. Les voitures électriques qui arrivent à des prix imbattables sur les marchés européens, les Américains les ont bloqués. Les panneaux solaires qui sont fabriqués en Chine à un prix tellement vil on en fait des barrières de champs là-bas puisque ça vaut plus rien. La machine-outil, les tracteurs agricoles qui sont en train d'être dominés par les Chinois, les robots humanoïdes dont les Américains font 150 robots, vendent 150 robots en 2025, lorsque les Chinois en ont vendu plusieurs milliers, voire dizaines de milliers. Les lunettes connectées, Meta avec EssilorLuxottica va être complètement écrasé par les fabricants chinois. Donc on a là une industrie chinoise qui étouffe les industries des autres pays, les noie, et donc on arrive à une géopolitique qui existe à côté d'une géoéconomie qui, elle, a sa vie propre. C'est-à-dire que peut-on vivre sans ce que produisent les Chinois, par exemple en machines-outils, en panneaux solaires ou en voitures électriques? Est-ce que les autres pays peuvent fonctionner? Eh bien non, ça bloque. Mais les armes sont multiples. On peut avoir les contrôles des chaînes d'approvisionnement, sur les semi-conducteurs, les terres rares, l'énergie. On peut avoir les sanctions et les embargos comme mesure de coercition. On a vu le cas russe. On peut avoir les investissements étrangers comme vecteur d'influence. Les routes de la soie chinoise qui deviennent d'ailleurs des araignées de la soie, comme je le soulève souvent, puisque les taux sont quasiment usuriers pratiques avec les pays. Les fonds souverains du Golfe. La monnaie et les systèmes de paiement sont aussi une arme, avec la domination du dollar, même si en ce moment on a plutôt l'impression que le dollar dévalue et posait problème aux autres pays, les contournements du SWIFT, les normes et les standards technologiques comme terrain de compétition sur la 5G, l'intelligence artificielle, les données, etc. Et les frontières restent poreuses entre l'un et l'autre, entre la géopolitique et la géoéconomie, même si de temps en temps, eh bien, la géopolitique cède à la géoéconomie. La frontière reste poreuse, les deux dimensions s'entrelacent constamment. La dépendance au gaz russe était une question économique qui est devenue brutalement géopolitique en 2022. Le contrôle des puces électronique par TSM de Taïwan fait de Taïwan un enjeu à la fois géoéconomique et géopolitique de premier ordre. On arrive maintenant donc à un concept particulièrement pertinent aujourd'hui entre ces deux notions de géoéconomie et de géopolitique, et de temps en temps on voit bien, en particulier avec Trump, que la fonction géoéconomique est dominée par la fonction géopolitique, puisque les alliés de Trump ont tendance à quitter Trump, et d'un autre côté, ce qu'a fait Trump avec les droits de douane dans une démarche complètement géoéconomique est limité par la réaction de Xi Jinping. Donc il faut bien voir le monde tel qu'il est aujourd'hui. La géopolitique, c'est une chose. La géoéconomie, c'en est une autre. Parfois, emporté par le réalisme plus que par la géopolitique traditionnelle. Je repars en plongée. À bientôt.